Bien. Eh bien, écoutez, sans transition, nous allons poursuivre et terminer l'après-midi avec la dernière table ronde de la journée, sur le même format de trois intervenants autour du thème qui est intitulé donc supporters ultra et violence raciste. Alors juste quelques mots peut-être pour introduire ces trois intervenants qui sont ici et qui vont sans doute alimenter cette intéressante journée encore davantage. Donc d'abord remercier Paul pour ton invitation à participer à cette journée, et puis remercier également les organisateurs du mémorial de la Shoah. Alors évidemment, on va être dans la question du racisme violent. Quel type de violence eh bien, on va s'interroger là-dessus. Hein. Il sera question de réfléchir à la manière dont, notamment, la violence vient du public dans les stades, en particulier, dont le football sera le sport privilégié de cette table ronde. On peut considérer que cette violence des supporters, c'est un des aspects du racisme. Il y en a d'autres, hein, bien d'autres. Là, on aura l'occasion de focaliser sur ce sujet-là, sur ce point-là. La violence des tribunes, on verra que, je sais qu'Albrecht va parler plutôt de la violence verbale, hein, on pourrait parler de la violence physique également, donc différents types de violences. Moi, j'avais effectivement évoqué la question de l'insulte, la question des banderoles, de tout ce qui peut se dire et se crier dans des stades. Ça me rappelle l'affaire Ouadou de 2008, hein, ce joueur marocain de Valenciennes qui avait été insulté par un supporter et qui était allé dans les tribunes pour s'en prendre à lui, en quelque sorte, et qui avait été suspendu. Bon, je sais que c'était une histoire qui m'avait pas mal frappé à ce moment-là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est: y a-t-il à ce sujet un racisme spécifique des stades? Est-ce que c'est un racisme particulier? Est-ce que c'est une forme de rejet d'une certaine manière propre au sport? Hein, et donc là-dessus, traduit-il aussi, on a parlé tout à l'heure, différents types d'effets de ce racisme, traduit-il un état de la société qui le porte, à savoir, est-ce que les supporters du Paris Saint-Germain qui sont racistes traduisent-ils un racisme spécifique à Paris, hein, ou finalement c'est quelque chose qui serait un peu hors sol et qui mériterait d'être utilisé d'une manière qui serait un peu déconnectée du milieu dans lequel les choses se trouvent et se diffusent. Y a-t-il des spécificités nationales? On verra avec David Drank que certains pays auront peut-être des propensions plus fortes à avoir ce type de comportement dans les tribunes que d'autres, hein, donc là aussi un sujet intéressant. Et qui sont ceux qui développent ce type de racisme? Est-ce que c'est des personnes isolées, des groupes, évidemment des groupes de supporters, et quelles sont les cibles? Alors on verra l'antisémitisme évidemment, mais aussi bien sûr entre guillemets noirs, arabes et autres. Donc tout un ensemble de questions qui moi m'interpellent beaucoup, donc je suis tout à fait curieux d'entendre mes trois collègues ici. Alors on va commencer tout de suite par Albrecht Sontag. On va montrer, Albrecht, ton rapport, hein, voilà, parce que Albrecht a publié très récemment pour l'UNESCO un rapport sur la lutte contre la discrimination et le racisme dans le football. Et donc l'équipe du mémorial me fait dire que ce rapport est disponible. Alors il en reste encore ? Voilà, il en reste encore quelques-uns gratuitement, hein, donc vous pouvez vous le procurer, il est ici. Et Albrecht va donc évoquer un certain nombre d'aspects qui l'ont amené à rédiger ce rapport, et notamment, tu m'as dit, la question des mots, hein, et de la violence verbale. Alors on part pour 25 minutes, on s'est dit à peu près, hein, voilà. Alors pour le PowerPoint, il faut que je fasse. Ça c'est le micro. Ah bah c'est avec le microphone, formidable. Bon, ben, merci beaucoup Yvan pour cette sympathique introduction. Je te rejoins dans les remerciements à Paul et à Pauline et Alison pour l'organisation de ce colloque, ma foi, très stimulant. Je suis passionné par ce que j'entends depuis ce matin et très, très content de pouvoir ainsi avoir aussi l'occasion de parler un petit peu de ce rapport que nous avons, je dis nous, puisque David a apporté une grande pierre à l'édifice, que nous avons rédigé l'année dernière pour l'UNESCO. Tu as dit que je devais dire ce qui m'a amené à rédiger. C'est que l'UNESCO m'a demandé, en fait, hein, c'est ça. Et David m'a dit, on ne refuse pas. Donc, on s'y est plongé.
Plus on y a travaillé, plus on y a pris goût à creuser un petit peu. Donc je voulais parler des mécanismes de la discrimination dans le football européen aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne suis pas historien du tout. J'aurais peut-être dû mettre carrément les mécanismes linguistiques de la discrimination dans le football européen, parce que c'est sur cet aspect que j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. Alors, le point de départ, donc, c'est ces questions de recherche qui nous ont été un peu imposées aussi par l'UNESCO. Et je ne veux pas non plus cacher que la Juventus de Turin était derrière ce mandat de rédiger un état des lieux de ce qui se passe sur le plan du racisme, des discriminations différentes et de la lutte contre ces phénomènes en Europe d'aujourd'hui, et qui a donc financé les travaux qui ont été faits. Donc les questions de départ, vous les avez derrière moi sur l'écran. On a fait ce qu'on appelle un mapping juridique. Je vais vous épargner l'arsenal juridique qui existe contre les actes discriminatoires dans le sport et dans le football. Vous le trouverez en chapitre 3 de ce rapport, qui est donc aussi en 2016 paru en français, et j'en suis bien content. Mais l'essentiel de la question, c'était comment peut-on expliquer que malgré un certain consensus qu'a même mentionné Lilian Thuram ce matin, que les choses se sont améliorées sur ces 15-20 dernières années, comment peut-on expliquer qu'il y ait un plafond de discrimination verbale notamment, résiduel, qui semble infranchissable, qui semble inattaquable. Comment peut-on l'expliquer? Et est-ce qu'il y a des recommandations à faire éventuellement? Et à qui les fait-on pour continuer à s'attaquer de manière efficace, peut-être plus efficace, aux phénomènes discriminatoires dans les stades de foot? Donc nous avons mené une recherche qualitative avec une enquête de terrain dans pas mal de pays différents, en mobilisant aussi quelques amis dans des pays qui parlent des langues que nous ne maîtrisons pas. On a fait un focus particulier sur le racisme. On a toujours ouvert vers d'autres formes de discrimination, et en fait, dans les entretiens, c'était presque automatique qu'on retombe sur des questions d'homophobie, de sexisme, de discrimination contre les personnes handicapées, etc., tout ce qu'on peut trouver. On a fait une revue de littérature académique et on a voulu avoir une approche pluridisciplinaire. Et je pense que c'est là qu'on a vraiment fait une différence, de ne pas seulement avoir une approche sociologique du phénomène raciste, mais peut-être de s'y approcher par d'autres chemins. Donc on a mobilisé des idées du management aussi, et j'ai eu l'occasion de mobiliser des théories et des connaissances de la linguistique. J'ai fait quelques entretiens avec des personnes, des professeurs dans ce domaine, qui n'avaient rien à voir avec le football. C'était peut-être d'autant plus intéressant. J'ai ainsi pu rafraîchir mes premiers amours, puisque je t'ai raconté tout à l'heure qu'à une époque où la France était championne du monde et Maradona marquait de la main, je faisais un diplôme en linguistique à l'université de Stuttgart. Tout ça, c'est bien loin, mais ça m'a fait plaisir de replonger et de voir ce qui s'écrit aujourd'hui en linguistique. C'est autrement plus passionnant que ce que j'ai pu lire dans les années 80. Alors, pour parler du phénomène raciste, j'ai fini par penser que la typologie proposée par deux chercheurs espagnols pour faire un tri parmi les différentes manifestations du phénomène raciste a été extrêmement pratique, a été extrêmement applicable au football. La voici. Ils font la différence entre le racisme impulsif, qui est celui qui est sans doute en matière de fréquence le plus fréquent dans les tribunes. On sait très bien que tout spectateur passionné est en permanence frustré par ce qu'il voit sur le terrain, et en situation de frustration, peut-être frustration déjà accumulée pendant la semaine, on connaît la théorie de l'exutoire, je ne vais pas vous la refaire, ça se décharge souvent en violence verbale, et en violence verbale très souvent avec une connotation raciste. Le racisme impulsif,
pas forcément sous-tendu par une idéologie raciste, mais quand même par l'intériorisation d'un certain vocabulaire raciste qui est activable à souhait et surtout en situation émotionnelle. Le deuxième, c'est le racisme instrumental. Lilian Thuram l'a mentionné ce matin quand il a dit qu'en Italie, on a dit oh, on t'insulte pas parce que tu es noir, mais parce qu'on veut te chambrer, un peu déstabiliser. C'est un peu ça, le racisme institutionnel, c'est-à-dire instrumental, pardon. C'était une transgression consciente qu'on active donc consciemment pour déstabiliser l'adversaire de manière très sélective, c'est-à-dire on ne l'utiliserait jamais contre l'excellent joueur noir qui porte mon maillot. Ça, c'est pas le problème. Hein. Donc, Lilian s'est fait agresser comme catalan. Il a raconté ça ce matin. Voilà, donc ce sont des adjectifs utilisés pour dénigrer. Si le même joueur de mon équipe, il n'y a aucun souci. Et tout le monde se souvient ou a en tête plusieurs exemplaires de joueurs célèbres qui ont changé de maillot à un moment de leur carrière et qui ont subi les pires camouflets. Et si ça se prête, on utilise aussi des adjectifs de type raciste pour les dénigrer dans de telles situations. C'est aussi le même racisme instrumental qui se prête le plus à la fameuse banalisation, trivialisation, minimation, si vous voulez, dont Lilian a également parlé, genre c'était pour rire. Tu comprends pas l'humour? Eh ben, c'est toi le fautif, en fait, si tu te plains. Hein, donc il y a ce genre de clin d'œil que maîtrise aussi à merveille la presse anglaise. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais je ne serais pas surpris. Donc il y a un racisme instrumental qui se différencie du racisme impulsif, et il y a le racisme institutionnel, et on vient d'avoir une magnifique illustration par Clément, qui nous dit, bien sûr, tout le monde aime les joueurs noirs au Brésil, moins les entraîneurs et encore moins les dirigeants. Et ça, donc, c'est un exemple classique du racisme institutionnel où des pratiques et des habitus, en fait, j'ai mis habitude, mais on pourrait utiliser le terme de Bourdieu et d'Elias, se perpétuent dans les organisations de manière non pas presque tacite, mais tacite. Hein, et très très souvent, les acteurs mêmes sont à peine conscients de leur propre pratique d'exclusion. Exclusion, bien sûr, pas seulement sur le point raciste, mais s'applique de manière particulièrement grave sur le sexisme aussi. Donc, j'ai retenu cette typologie, ou nous avons retenu cette typologie au début de notre rapport, parce qu'elle nous a paru intelligente pour le football, très, très appropriée. Et vous allez voir, c'est sous-jacent aux différentes questions que nous avons posées et aux réponses qu'on a recueillies. Donc, je vais vous présenter très très rapidement quelques résultats de l'enquête de manière extrêmement succincte. Si vous avez envie de lire le détail, prenez un exemplaire. On a demandé à nos interlocuteurs d'évaluer l'importance du phénomène de discrimination dans leur football respectif. Donc, je rappelle que c'était donc dans plusieurs pays, pas mal de pays européens et quelques-uns en dehors. Et donc, il y a une convergence sur le fait, comme Lilian l'a dit, et que je confirme volontiers, presque tout le monde dit « Oh là, c'était beaucoup pire avant, c'est nettement mieux depuis 20 ans ». Bon, ça, c'est un consensus. Par contre, il y a une divergence massive et difficile à rassembler, en fait, sur la perception de la gravité. C'est très, très dépendant de l'endroit dont quelqu'un a fait l'expérience, de la situation et de la fonction des répondants aussi, à qui on a demandé d'estimer un petit peu est-ce que c'est un problème grave, pas grave chez vous, et donc vous ne serez pas surpris que les réponses en Allemagne ou en Italie ne sont pas les mêmes sur la gravité du sujet. Ça se traduit aussi, je prends le troisième tout de suite, dans l'évaluation du problème de l'homophobie ou du sexisme. On a constaté que dans des pays où il y a beaucoup moins d'incidents racistes, les répondants parlent aussitôt de l'homophobie et du sexisme.
Pour eux, c'est beaucoup plus grave, justement parce qu'ils sont venus à bout d'un racisme extrêmement agressif. Il y a encore du racisme résiduel, mais c'est beaucoup moins grave qu'avant. Donc, on se concentre sur autre chose. Donc, tout ça, c'est très fluctuant et ça dépend beaucoup des situations. Il y a un président d'un club européen, parmi les 15 premiers clubs européens, qui me disait moi, ce dont j'ai peur dans les années qui viennent, c'est que dans mon stade, il y a un anti-islamisme qui vient. C'est la dernière chose dont j'ai besoin. Hein. Donc, la peur est là, mais ça dépend, puisque c'est un stade qui est très, je dirais, libéré de racisme. En l'occurrence, c'est le stade de Borussia Dortmund. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes. Lui, il me parle des racismes, c'est pas mon problème. Néo-nazi, ça, c'est mon problème. Donc, tout dépend de la situation dans laquelle ce répondant se trouve. Donc, il y a beaucoup de divergences dans les réponses. Du côté des autorités du football, on sent la tentation de minimiser les choses parce qu'évidemment, il y a un intérêt business derrière. Donc, ça, c'est quelque chose que du côté des supporters, des associations, des NGO, on reproche aux ligues, par exemple, d'avoir toujours tendance à minimiser et de renvoyer toujours la faute sur les usual suspects qui, à notre avis, à la fin, font davantage partie de la réponse et de la solution plutôt que du problème. Mais ça, c'est difficile à avouer pour certains représentants des autorités du football, que ce soit les ligues ou les autorités supranationales. On a parlé aussi de la discrimination contre les personnes handicapées, où là, il y a un vrai consensus, par exemple, qu'il y a des résistances institutionnelles, notamment accès au stade, les places disponibles, etc., mais pas culturelles. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé sur la rubrique 2, racisme instrumental, par exemple. Ça n'existe quasiment pas dans les différents pays. Est-ce que le football est un endroit particulier ou un terrain ou un bouillon de culture particulier pour le racisme? La réponse est assez consensuelle. Oui, le football est spécial, c'est différent des autres sports. Je vous ai listé quelques réponses qui nous ont été données. Je les ai regroupées un petit peu sur ce slide. Vous avez plus de détails dans le document. Il y a quelques explications qu'on connaît, des explications qu'a déjà relevé la recherche anthropologique pionnière de Christian Bromberger dans les années 80, par exemple. Ce sont aussi des réponses qui sont basées sur ce qu'a écrit l'école de Norbert Elias sur le football et la fonction cathartique qu'il peut avoir comme ersatz de guerre. On connaît toutes ces théories, je ne vais pas vous les réchauffer aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que spontanément, du côté des répondants, et quel que soit leur niveau et leur fonction, ce sont des explications qui viennent. Au sein même du football, certains disent que le football amateur, c'est exactement la même chose, mais moins visible. D'autres disent que, en fait, le haut niveau, grâce à la gentrification, grâce à un excès de surveillance et grâce à une certaine intellectualisation récente du football de très haut niveau, le niveau des agressions racistes a vraiment baissé, alors que du côté amateur, il est resté très stable. Donc là aussi, les opinions divergent beaucoup, également sur l'influence que peuvent avoir des scènes racistes ou des expressions racistes au très haut niveau professionnel sur les jeunes qui les digèrent. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ça dépend aussi probablement des expériences personnelles de l'éducateur en question qui nous a répondu comment il voit la chose. Donc voilà, ce sont un peu les résultats de l'enquête qu'on a essayé de mettre dans notre mixeur et pour voir si on peut en tirer un sens et peut-être faire quelques recommandations un tant soit peu originales pour améliorer la situation. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de me concentrer sur l'une des trois grandes barrières, si j'ose dire, ou des causes profondes de la persistance du phénomène raciste dans les stades aujourd'hui. La première, c'est la logique même du jeu du football. Donc là, comme j'ai promis il y a une minute, je ne vais pas vous refaire un cours magistral sur Norbert Elias ou Christian Bromberger, etc., avec la partisanerie, avec tout ce que ça implique de la configuration binaire de ce sport, avec son gain territorial et cette simulation, ou simulacre, on dit souvent, cette simulation d'une configuration guerrière. On laisse de côté, c'est une explication extrêmement intéressante, mais pas au cœur de mon propos cet après-midi.
Je laisse de côté également le numéro 2, la légitimité institutionnelle. On a détecté lors de notre enquête un grave problème du côté de ceux qui combattent le fléau des discriminations, puisqu'ils sont eux-mêmes pas crédibles. Donc là, on a un gros problème. Troisième, mais ça non plus, je ne pense pas que vous ayez besoin de beaucoup d'explications. Et troisièmement, on a voulu se pencher donc sur le langage, tu l'as dit, les mots de l'infériorisation, un terme que Lilian a utilisé ce matin également, le langage de l'infériorisation et la logique même de l'insulte. Et je me suis donc penché sur cette question-là, surtout. Voilà, donc la rhétorique de l'infériorisation, il est utile tout de même, avant de se pencher sur le mécanisme linguistique, de rappeler que le lieu du stade et le moment même du match sont quelque chose de très particulier. Le lieu du stade, où on s'affranchit des conventions sociales, c'est inchangé jusqu'à aujourd'hui, même si ça change un petit peu, mais le principe même est toujours que le stade met en parenthèse la vie normale, entre guillemets, la vie sociale normale. Et le moment du match est toujours un moment particulier, même si aujourd'hui ça joue vraiment 7 jours sur 7. J'ai même raté cet après-midi le match du VfB Stuttgart. Je pense que Paul est extrêmement admiratif, que j'ai quand même accepté l'invitation. Alors, donc, le moment du match est un moment spécial. Ce n'est pas tous les jours le match de ton équipe. Donc, c'est un moment que tu attends. C'est un moment de délivrance, c'est un moment de haute tension émotionnelle déjà avant le match. Ça, c'est inchangé. Et ça ne change rien, que ce soit la Ligue de District ou la Champions League, c'est ainsi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont on parle? Ça nous renvoie, si vous voulez, vers les figures de style, de la métaphore et de l'hyperbole. Alors, si on recreuse un petit peu, si on rafraîchit sa connaissance Wikipédia, on voit que la métaphore, donc, on comprend, c'est donc l'application d'une image pour dire autre chose. C'est un élément essentiel de la construction du groupe social. Ça, je savais de la psychologie sociale. Mais quand on parle aux linguistes, ils disent, et rendez-vous compte, il n'y a pas de langue humaine où ça n'existe pas. Donc déjà, je trouve que c'est un phénomène très intéressant. La métaphore, l'utilisation régulière de la métaphore est un phénomène universel. C'est déjà très intéressant. Et dans toutes les langues étudiées par mes interlocuteurs, la raison d'être même de la métaphore, c'est de soit glorifier, soit inférioriser. La métaphore neutre, à la limite, ça n'existe pas. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Et en communication politique, c'est plein de métaphores tout le temps utilisées par les hommes politiques pour donner de la puissance à leur rhétorique. La métaphore est très proche d'une autre figure de style, l'hyperbole, qui est non pas l'utilisation de l'image, mais de l'exagération excessive. Bon, ça c'est un doublon, mais donc l'exagération verbale qui vise, dans la grande majorité des cas, à faire perdre la face d'autrui. Les Anglais utilisent le terme face threatening, par exemple. Je trouve ça très intéressant. Et ce qui est propre à l'hyperbole, également dans la très grande majorité des langues, c'est qu'elle invite à une réponse. Elle invite à une joute verbale, à la limite, et toujours dans le mode surenchère. Une des linguistes à laquelle j'ai parlé, elle avait fait un énorme travail sur un corpus gigantesque, et elle a donc constaté que sur l'ensemble des hyperboles qui sont utilisées, 65%, donc les 2/3 en fait, sont utilisés dans une fonction cathartique de critique d'autrui. Je vais vous traduire ça dans une forme extrêmement banale. Ils sont utilisés parce que ça fait du bien de vider son sac contre quelqu'un. D'accord ? Et ça, c'est apparemment essentiellement humain. D'accord ? Il y a d'autres chercheurs qui m'ont dit il y a beaucoup de personnes qui ne jurent pas, qui ne font pratiquement jamais une insulte verbale, mais ils pourraient le faire parce qu'ils savent tous comment ça fonctionne. D'accord ? Mais la très grande majorité le fait de toute façon parce qu'on en a besoin, paraît-il. Donc, intéressant, la métaphore, l'hyperbole, qu'est-ce que c'est jeter une banane ? C'est une métaphore hyperbolique.
D'accord, c'est une métaphore parce qu'elle renvoie au singe. Alors ça, c'est clair. Hein, et c'est hyperbolique parce que c'est tellement exagéré que ça en devient déjà ridicule. Hein. Donc c'est assez intéressant. Et quand un type visiblement marrant et intelligent comme Dani Alves interrompt son corner et mange la banane, c'est la surenchère. D'accord ? Elle n'est pas verbale, mais elle est communicative quand même. C'est de la communication non verbale, donc je la mets dans la même catégorie. C'est intéressant, il a compris le jeu, c'est une invitation à la surenchère. Donc c'est assez intéressant. Ce sont des figures rhétoriques dans lesquelles le racisme est particulièrement présent ou dans lesquelles le racisme est particulièrement apte à s'exprimer dans la configuration d'un stade. On m'a parlé aussi, et j'ai creusé ensuite par de la lecture, du dysphémisme. Alors, vous savez tous ce qu'est un euphémisme. Hein. Le dysphémisme, c'est un néologisme, je pense, créé par des linguistes pour exprimer justement le contraire. Le dysphémisme est un terme qu'on utilise justement parce qu'on ne veut pas utiliser d'euphémisme. On l'utilise pour transgresser un tabou. D'accord ? Il y a des mots qui sont tabous, et bien, quand on les utilise, c'est un dysphémisme. Le dysphémisme est motivé par la peur et le dégoût, par la haine et le mépris. Je pense que c'est des attitudes et des émotions qui collent bien au phénomène raciste et de discrimination. Et il est utilisé dans le souhait de dénigrer, rabaisser, humilier, ce qui colle également à ce phénomène qu'on a étudié. Un détail intéressant, l'utilisation de termes normalement proscrits dans la vie quotidienne sociale est plus fréquent en situation de groupe composé du même sexe. Femmes-hommes, pareil. Enfin, une tendance, quantitativement, une tendance légèrement plus élevée dans des groupes masculins, mais surtout dans des groupes du même sexe. Alors, quand on pense à l'histoire du football et à l'histoire du public du football, on a parlé de l'hégémonie, de la masculinité hégémonique, par exemple. Il y a aussi un héritage de s'adonner à l'usage excessif de dysphémisme dans un groupe unisexe, un moment particulier et un endroit particulier. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment ces mécanismes linguistiques définis, décrits, explorés par des linguistes de très haut niveau, dont aucun n'avait pensé au football. Hein. Donc c'est intéressant de voir à quel point ça colle à la situation même du match de foot. Alors, qui décide de ce qui est un dysphémisme? Qui décide de ce qui est tabou dans la convention sociale? Vous devinez dans la définition déjà que c'est très relatif. Ce qui est tabou dans un pays ne l'est pas dans l'autre. Ce qui est tabou dans une classe sociale ne l'est pas dans l'autre. Ce qui est tabou dans une configuration différente, etc. Donc, je vous laisse développer. Il y a deux chercheurs qui ont défini quelque chose qui s'appelle le critère de politesse de la classe moyenne qui est actuellement en vigueur. Et je pense que ce n'est pas très loin de ce qu'on a coutume aujourd'hui à appeler le politiquement correct. Donc ce qui est défini comme étant politiquement correct dresse aussi les limites de l'euphémisme et du dysphémisme. Hein. Donc c'est assez intéressant et c'est un paramétrage de l'utilisation de la langue qui glisse en permanence. Hein. Il y en a plein d'exemples de termes qu'il ne faudrait plus utiliser. Je peux en donner un, par exemple. Je me souviens d'une époque où il était quand même plus poli, plus dans le critère de politesse de la classe moyenne, de dire un homme de couleur. Ce matin, j'ai appris que c'était une faute grave linguistique, n'est-ce pas, Paul? Hein, il faut définir la couleur derrière, probablement pink ou beige. Hein, donc on a appris quelque chose, mais c'est là qu'on montre le glissement. D'accord, hein, à un moment donné, des mots deviennent des dysphémismes qui avant étaient tout à fait normaux. Donc, je termine, enfin, je termine façon de parler, mais je termine vraiment, hein, t'inquiète pas. Je termine sur le politiquement correct que je viens de mentionner. Donc, on connaît l'origine de ce mouvement dans les années 70, dont le but est de faire évoluer la société entière à travers l'emploi ou de la révision, à la limite, du vocabulaire autorisé, approprié. Depuis 20 ans, c'est beaucoup tourné en dérision.
Aujourd'hui même, maintenant que tout le monde a peur des Trump et consorts, même en Allemagne, on commence à dire peut-être on est allé trop loin dans le politiquement correct. Déjà, il faudrait dire qui c'est que le on. Hein. Donc, j'ai des doutes que le politiquement correct comme mouvement de prise d'influence sur la société mérite la dérision dans laquelle il est tiré depuis 15 ans par ceux qui, dans le sens même du terme, sont dans la réaction. Donc, la prise de conscience, que certains, même de nos interlocuteurs, ont comparé plutôt à un lavage de cerveau, mais la prise de conscience que certaines choses ne se disent plus, hein, d'accord, c'est une prise de conscience que nous devons au politiquement correct, et je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise, puisqu'elle vient en défense des minorités par rapport à l'usage de la langue de la majorité. Donc, les conséquences du politiquement correct, c'est une révision permanente du fameux critère de politesse de la classe moyenne. C'est une certaine gentrification de l'espace public, du discours public, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on peut dire en public? Ce n'est pas par hasard que dans certains pays ou dans certains milieux, disons dans certains milieux qui sont en réaction par rapport à ça, la phrase « je vais quand même avoir le droit de dire ça » est devenue monnaie courante maintenant. C'est un peu la même fonction comme l'introduction de phrase « je ne suis pas raciste, virgule ». Donc c'est un peu ça. La plus importante conséquence du mouvement du politiquement correct, c'est l'autocensure des individus. Des individus et par extension aussi des groupes, en fonction de ces nouvelles normes sociales. C'est plus rapidement intériorisé par certains que par d'autres. On peut dire que les tribunes du stade de football sont probablement parmi les derniers à intégrer un certain nombre de nouveaux codes sociaux, mais ça y arrive. Les entretiens les plus encourageants que nous avons menés dans le cadre de notre enquête sont ceux où les supporters ont montré qu'ils sont capables, je l'ai mis sur le slide, de s'autoréguler, que c'est possible aujourd'hui d'avoir l'air idiot quand on professe une expression raciste dans certains virages des plus grands stades d'Europe. Je trouve que c'est un sacré progrès, c'est plutôt encourageant. Donc on termine sur les recommandations. Donc une de nos recommandations, il y en a plusieurs, mais une de nos recommandations basée sur cette étude linguistique rapide était d'appliquer les bonnes leçons de l'histoire du mouvement du politiquement correct, soutenir l'autorégulation des supporters en insistant sur les tabous sémantiques, et les supporters savent les déplacer eux-mêmes parmi eux quand on leur donne l'occasion de prendre conscience. Accroître sans doute la féminisation, y compris de l'arbitrage, y compris sur des bancs d'entraîneurs, la diversification de l'audience dans les stades, utiliser l'humour, genre Dani Alves, mais il y a beaucoup d'autres possibilités. On a des vidéoclips du Borussia Dortmund, par exemple, contre les néo-nazis qui sont très drôles. Et se focaliser sur les discriminations contre les minorités. J'ai dit ça parce qu'en Italie, par exemple, on fait tout un plat de la discrimination de quelques hommes blancs contre d'autres hommes blancs parce qu'ils sont venus d'une autre ville. À la limite, ça... on s'en fout, hein, pour le dire crûment. C'est la discrimination, comme ils ont dit, territoriale, c'est ça. C'est tout un plat en Italie. Je pense qu'il devrait se concentrer sur une hiérarchie un petit peu des discriminations qui blessent vraiment et d'autres qui relèvent effectivement plus de l'ironie qu'autre chose. Donc, je termine par ça. On peut isoler les fans qui se comportent de manière politiquement incorrecte. On devrait laisser les supporters le faire eux-mêmes, hein, cette ostracisation au sein de leur propre virage. Et je pense que les clubs peuvent faire beaucoup dans la communication interne, dans la communication aussi de leurs principes et de leurs valeurs pour les soutenir. Je n'ai pas dit de bêtises, David? Ça va? Très bien. J'ai un slide avec les travaux de linguistique cités, si ça intéresse quelqu'un, et je vous remercie de votre attention.
Merci Albrecht. Oui, on ne peut qu'inviter à lire l'ensemble du rapport que vous avez rédigé. Donc, moi, ça m'amène à un certain nombre de questions, mais là, je vais faire comme tout à l'heure Michel Dreyfus, juste les lancer comme ça. Peut-être vous pourrez vous en emparer. Mais donc, par exemple, cette distinction du racisme impulsif, instrumental, institutionnel est intéressante, bien entendu. Moi, je me pose la question de la valeur de ces insultes. Qu'est-ce qu'elles disent de la société? Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui est un peu déconnecté du réel? Est-ce qu'elles témoignent d'une certaine manière d'une situation ou pas? C'est un peu un élément qui m'interroge. L'autre aspect, c'est l'historicité du phénomène. On est ici dans une table où il n'y a pas d'historien pur, on pourrait dire, mais justement, j'ai l'impression que ce phénomène, je me tourne aussi vers mes collègues, est difficile à mesurer à travers dans le temps long. Enfin, on l'a souvent dit, je pense que peut-être des gens se sont mis au travail, mais en fait, je n'en sais pas trop plus que ça. D'autre part aussi, moi, ce qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est le fait que, par exemple, dans les stades, dans les tribunes, dans la manière dont le racisme s'exprime, il y a certaines formes de racisme qui existent dans la société qui ne sont pas très présentes dans les tribunes. Je pense à l'islamophobie, par exemple. En France, en tout cas, encore une fois, j'ai une expérience qui est beaucoup moins large que la tienne, que la vôtre, mais j'ai l'impression que, voilà, on s'en prend beaucoup au noir, alors qu'on sait que dans le degré de rejet dans la France actuelle, c'est plus l'islamophobie qui est plus intense, on pourrait dire, et que quelque part, ça traduirait une forme de racisme un peu, comment dire, un peu hors du cadre, parce que c'est peut-être plus facile dans les formes de s'en prendre à un noir plutôt, ou à un juif peut-être, je ne sais pas, mais plutôt qu'à l'islam. Comment l'islamophobie peut-elle s'exprimer, vous voyez? Donc ça, c'est un sujet aussi qui... Et enfin, une dernière rapide remarque, c'est, donc tu as mesuré effectivement l'idée que des clubs doivent, d'une certaine manière, développer des politiques. Bon, on voit que la FIFA, par exemple, a pris des mesures, et puis maintenant, la lutte antiraciste est devenue une règle importante. Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'efficacité de cette lutte qui, je crois, a commencé notamment, enfin, véritablement en 2001 au congrès de Durban, donc peut-être un peu auparavant, Paul, je ne sais pas, tu me corrigeras, mais voilà, est-ce qu'on peut mesurer cette dimension? Voilà, rapidement. Alors David, à toi, maintenant, David Drahan, qui va évoquer le cas anglais, des supporters en Angleterre. Voilà, alors pour tout vous dire, c'est une question qui m'occupe depuis pas mal de temps, puisque j'ai travaillé dans ma thèse en partie sur supporters d'Arsenal et ceux du Celtic de Glasgow et des Glasgow Rangers, donc qui sont trois équipes, l'une de Londres, deux de Glasgow. C'est une question sur laquelle j'ai travaillé aussi à un autre moment, donc avec Albrecht, à propos du rapport. Et je me suis rendu compte qu'il était finalement assez difficile de faire quelque chose de très structuré sur la question que j'ai retenue finalement, qui est dans quelle mesure l'étude des supporters au Royaume-Uni permet d'étudier les questions de domination et de discrimination, parce que je pense que c'est un peu le cadre qui nous est fixé. Donc je vais essayer de vous lancer plusieurs pistes. C'est pas aussi structuré que j'aurais voulu, tout bêtement parce que le travail sur le rapport est relativement récent, que j'ai pas le bénéfice de travailler sur un temps éloigné, et parce qu'il y a des questions qui sont quand même un peu importantes et que j'aurais pas pu faire rentrer dans le cadre d'une réflexion structurée, et j'aurais l'impression de me censurer si je le faisais. Donc je vais essayer d'avancer là-dessus avec vous, et en espérant que vos questions m'aideront aussi à y voir un peu plus clair. Pour faire un tableau sur les supporters au Royaume-Uni rapidement, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à l'intitulé du panel, il n'y a pas vraiment de supporters ultra au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est plutôt un pays où les supporters ne sont pas structurés. Il y a une forme, si vous voulez, un peu d'unanimisme dans le soutien à l'équipe, c'est-à-dire que ce sont des formes d'action collective de soutien à l'équipe qui sont imposées par le cadre social et qui ne résultent pas d'une structuration, ce qui est le cas des ultras, qui eux ont une organisation avec des fonctions, etc. En Angleterre, c'est vraiment la pression sociale qui fait que quand vous êtes au stade, vous chantez tous la même chose en même temps, il n'y a personne pour animer, le chant part d'un endroit, de façon qui peut paraître spontanée mais qui n'est pas réellement, correspond à des normes. À la 7e minute, on chante toujours un joueur sur l'ailier fétiche du club, puisque les ailiers avaient souvent le chiffre 7, etc., ce genre de choses. Donc il y a une forme de fausse spontanéité. Donc c'est une forme collective de supporterisme. Ce sont des tribunes donc, que je pourrais appeler assez unanimes, si vous voulez. Alors Patrick me dira peut-être tout à l'heure que j'ai tort, mais j'essaie de tracer le tableau de façon un peu simple. Avec une assez faible structuration donc, du collectif, c'est donc la communauté qui impose la norme. Ce qui est important aussi de souvenir, parce que c'est une question qui rentre forcément en ligne de compte quand on parle de dominer et discriminer dans le foot britannique, en tout cas du Royaume, enfin britannique, oui. C'est que c'est le pays d'origine du hooliganisme, c'est le pays qui
est encore, entre guillemets, avec le plus de guillemets possible, le plus de distance possible par rapport à cette expression, la référence dans le hooliganisme pour pas mal de hooligans, donc la référence de la violence dans le foot. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ces hooligans sont une minorité, voire une ultra-minorité. On parle de 1%, 5 pour 1000. On n'est vraiment pas dans des chiffres très très importants, même si c'est le pays où c'est le plus important, où l'hooliganisme est probablement le plus important. On parle de chiffres assez faibles en termes de proportion. Même les hooligans, contrairement aux ultras, les hooligans en Angleterre sont des groupes qui restent peu structurés, donc des minorités, des groupes très informels. Ils peuvent paraître structurés parce qu'ils ont souvent et de plus en plus des formes d'entraînement qui sont qualifiées de façon sensationnaliste par les journaux de paramilitaires. Mais il faut plus les voir comme, si vous voulez, des héritiers des gangs de village, des gangs de quartier qui faisaient le coup de poing dans les parties un peu... on va dire, les moins favorisés des villes il y a quelque temps. Donc, voilà sur le hooliganisme en général. L'élément important à rajouter, c'est que le hooliganisme moderne, donc celui qui existe depuis, on va dire, les années 70, qui se développe en parallèle du mouvement ultra, mais qui n'est pas le mouvement ultra, c'est un hooliganisme qui est essentiellement médiatique. Le but, c'est pas seulement de faire le coup de poing, de taper l'équipe de supporters de l'équipe adverse, les clubs, les groupes de supporters de l'équipe adverse, c'est surtout de le faire pour que ça ait une écho médiatique et pour qu'on puisse dire le lundi matin, voilà, vous avez bien vu, c'est mon équipe qui a gagné la bataille. Nous, on est le groupe de West Ham et on est meilleur que ceux de Chelsea, etc. Donc c'est un phénomène qui est intrinsèquement médiatique de nos jours. Ce qui compte, c'est faire du bruit, c'est revendiquer les batailles, les victoires. Il y a même, si vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire, des classements sur Internet qui ont pris le relais de fanzines, où les groupes ultras sont classés comme étant ce qu'eux appellent les meilleurs, ce que nous on aurait tendance à appeler les pires. Mais si vous voulez, donc il y a des espèces de... en fonction des batailles que vous avez menées, vous avez gagné, perdu, etc. Vous postez des vidéos en ligne. Et derrière, on dira, alors en ce moment, ce sont les supporters du Legia... Enfin, le dernier classement que j'ai vu il y a quelques mois, c'est les supporters du Legia Varsovie qui étaient très très loin devant apparemment. Ça a certainement dû changer depuis. Donc, à ce stade, après cet exposé un peu long, qu'est-ce que veut dire discriminer et dominer, même pour les hooligans? La première réponse qui est évidente, c'est celle qui est propagée par les médias, c'est les hooligans sont ceux qui dominent par la violence, ceux qui discriminent contre les plus faibles. Dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. La violence des hooligans se déroule la plupart du temps contre d'autres hooligans, contre d'autres groupes de supporters violents. Je parle en Angleterre. Il y a d'autres endroits aussi différents, mais pour parler en Angleterre, c'est souvent une violence entre eux. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir que les hooligans viennent souvent... Alors là, il y a plusieurs écoles de pensée sur qui sont les hooligans, qui ne sont pas. Mais pour simplifier, on peut dire qu'ils viennent de milieux soit dominés économiquement ou culturellement, soit de milieux qui sont où existe plutôt, on va dire, une crainte du déclassement social, et que ce sont souvent des personnes qui elles-mêmes vivent la crainte du déclassement social. C'est-à-dire on parle de personnes qui sont soit dominées, soit qui pensent le devenir ou craignent de le devenir. Donc, si vous faites le lien avec ce que j'ai dit sur les médias, ce qu'on peut tirer comme conclusion, je vous dis, c'est une piste de réflexion, c'est que le hooliganisme est en partie une revanche de groupes dominés qui cherchent donc à se valoriser par les médias, à prendre la parole. Les médias adorent parler des sans-voix, surtout pour jamais leur donner la parole. Et là, en fait, de façon paradoxale, les hooligans la prennent grâce à la violence, d'où l'importance aussi pour les médias qui serait de moins parler de hooliganisme. Mais c'est un peu compliqué de le faire comprendre à des journalistes. Donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément de réponse, après la réponse évidente, il y a un autre élément qui est de ne pas oublier que les supporters, quels qu'ils soient, les hooligans et les autres, sont aussi pris dans un système judiciaire et surtout administratif, la différence est importante, je vais y revenir, qui est un système d'interdiction de stade, d'interdiction de déplacement à l'étranger. Alors, évidemment, l'intention est très louable, l'enfer est pavé de toutes les bonnes intentions de la terre. On ne peut que souscrire à l'idée de punir les personnes qui sont reconnues coupables d'avoir créé des troubles, été racistes, été discriminants. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Le problème, c'est que la plupart, beaucoup en tout cas, de ces interdictions de stade ou de déplacement sont complètement arbitraires puisqu'elles sont données par une autorité qui est administrative et pas judiciaire.
Je vous renvoie au chapitre le plus ennuyeux du rapport, qui est sur les systèmes légaux, qui est quand même important parce que justement, il faut, de manière anecdotique, quelqu'un m'a rappelé l'autre jour, mais c'est pourquoi on a pris la Bastille en 1789 pour empêcher les privations de liberté arbitraire. Et bien, grâce aux lois sur le sport, c'est de retour chez nous. En gros, à peu près n'importe quel officier de police peut, dans certains pays, hein, pas tous, par l'Angleterre c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez être interdit de vous déplacer, on peut suspendre votre passeport pour une décision qui n'est pas prise par un juge et qui est prise simplement par une autorité administrative, c'est-à-dire, in fine, une autorité politique, surtout en Angleterre. Donc voilà. Alors, donc, je vous ai dit, hein, je veux bien être clair, hein, je condamne la violence, quelle qu'elle soit, dans tous les cadres, y compris la violence dans le football. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il ne faut pas transformer, rajouter un rapport de domination à des gens qui essaient d'échapper à un rapport de domination. J'ai un ami qui m'a dit c'est une queutère sur jambe de bois. J'ai envie de dire c'est carrément amputer la jambe de bois. Ça n'a carrément aucun sens. Il faut se battre, mais il faut utiliser des armes qui restent, à mon avis, légales, sans créer d'arbitraire, sans redoubler la domination. C'est pas en redoublant une domination qu'on la combat, à mon avis. Mais là, je vous dis, c'est une piste de réflexion. Donc la question de discrimination dans le foot pour les supporters est donc beaucoup plus compliquée. J'avais marqué subtil, j'arrive pas à trouver le bon adjectif, mais on va dire plus compliquée qu'il n'y paraît. Il y a d'autres éléments, alors je ne vais pas revenir dessus longuement puisque Clément en a parlé. Il y a évidemment une discrimination par l'argent, par l'organisation des stades. De plus en plus, les stades sont faits pour exclure la classe populaire, ne faire venir que la classe moyenne. Alors on vous l'aiguise sous le terme marketing, on vous dira on essaie d'augmenter notre part de marché chez le supporter, d'augmenter les dépenses moyennes. Il y a deux solutions. Soit vous augmentez les dépenses moyennes en excluant ceux qui ne peuvent pas dépenser plus, auquel cas c'est très clairement de la discrimination. Soit vous faites quelque chose qui est presque pire, c'est-à-dire que vous prenez des populations qui sont déjà pauvres et vous leur dites dépensez encore plus, elles s'appauvrissent encore plus. Et là, on est dans le renforcement de la domination. Alors j'en arrive au point le plus litigieux, le plus compliqué, celui qui m'empêche de dormir depuis plusieurs jours, que je vais avoir du mal à exprimer. Alors, je vais essayer de prendre ça dans l'ordre. Dans les cas de discrimination qui sont évidents, donc par exemple, comme l'a dit Yvan, le cas du racisme contre les personnes, alors j'utilise le terme noir entre guillemets, avec pareil, tous les guillemets possibles, ne sachant pas quel est le terme qui n'est pas offensif. En tout cas, les personnes qui sont racisées comme noires, on peut dire, si vous voulez. Il y a des cas de discrimination évidents comme certaines manifestations de sexisme ou d'homophobie dans les tribunes. Celles-là sont très très bien contrôlées en Angleterre. Il y a tout un arsenal de dénonciation. Vous pouvez envoyer un texto à une ligne et dire la personne qui est 2 rangs devant moi, 2 places devant moi. Bon, pour nous, ça nous paraît extrêmement choquant. Je vous avouerai que c'est pas tout à fait mon style de dénoncer quelqu'un, même s'il fait quelque chose que je trouve répréhensible, mais ça existe et ça marche très bien. C'est plusieurs milliers de tweets, de textos par match, d'après les autorités anglaises qui étaient très fiers de me le dire. Donc voilà, non, je le dis, c'est pour ça que je vous dis, ça m'empêche de dormir depuis quelques jours, je dis c'est compliqué de parler ce genre de choses ici. Donc il y a des actions qui sont menées, eux considèrent que c'est une bonne chose. Ça fait partie pour eux de l'autorégulation. Je ne suis pas certain que c'est l'autorégulation, c'est plutôt des dénonciations ou autre chose. C'est pas la même chose, effectivement. Donc il y a le racisme contre les Noirs, une partie du sexisme, une partie de l'homophobie qui sont bien traités. Il y a un cas qui est très 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 mal traité en Angleterre, qui est l'antisémitisme. J'essaie de vous expliquer ça de façon assez brève. Il y a un terme en anglais qui est yid, qui en français se traduirait assez bien par youpin, donc qui est effectivement un terme que je n'aime pas même dire, même en mettant des guillemets autour, qui est un terme extrêmement péjoratif pour parler de personnes qui sont juives. Et en fait, alors pour simplifier, le procureur de Londres a dit on ne peut pas dire que traiter quelqu'un de youpin est antisémite. C'est quelque chose qui date des années 2010. Il y a 2 prétextes qui sont un peu spécieux. Il n'y a pas de ce qu'on appelle la mens rea. Alors en général, quand on vous donne des mots en latin dans une décision juridique, à mon humble avis, c'est pour vous enfumer. C'est pour être sûr que vous ne compreniez rien. Après ça, comme ça, on peut vous dire il y a 45 tomes pour définir ce qu'est la mens rea. Amusez-vous à les lire. Le jour où vous serez un spécialiste et vous serez autorisé à parler. Donc c'est une forme de déni du débat démocratique. Pour simplifier, de ce que j'en ai compris, parce que je n'ai pas lu les 45 livres, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai lu ce que j'ai pu, mais je me suis arrêté assez vite devant l'ennui absolu. Il n'y a pas de mens rea parce qu'il n'y a pas de volonté de nuire. Pour que vous compreniez l'importance de la chose et à quel point c'est scandaleux,
une personne qui a repris cette ligne d'explication s'appelle David Cameron. À l'époque, il était Premier ministre. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a quand même un Premier ministre anglais qui tient des propos qui en France seraient condamnables par la loi. Deuxième chose, deuxième prétexte qui est encore plus hallucinant, qui est de dire on ne peut pas savoir si c'est ironique ou pas. Alors, le raisonnement est de dire, quand quelqu'un qui est blanc dit nigger à quelqu'un, donc nègre, mais c'est pire, nigger en anglais, bien pire que nègre en français, c'est vraiment sale nègre, nigger en anglais. S'il est blanc, c'est facile de dire qu'il est raciste. S'il est noir, il dit peut-être ça au moment d'ironique, je me suis approprié l'insulte et je fais semblant de... je montre que je la dépasse. Bon, soit. Jusque-là, on peut presque suivre. Je ne suis pas certain que l'idée que quelqu'un ait intériorisé le racisme dont il est victime soit une extrêmement bonne nouvelle, mais on peut suivre. Par contre, on vous dit, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas savoir que quelqu'un dit Yid, donc Youpin, s'il est juif ou pas, puisqu'il n'y a pas de signe extérieur. Évidemment, on pourrait toujours leur dire, quand il s'agit de discriminer contre quelqu'un, on n'a jamais de mal à prouver qu'ils sont homosexuels, juifs, etc. C'est du jour où il ne faut pas discriminer qu'on a beaucoup de mal à le prouver. Il y a quand même un problème ici. Je vous le repasse dans le contexte pour que ça vous paraisse un peu moins scandaleux. J'ai quand même présenté de la façon la plus noire possible, la plus affreuse possible. Il y a une rivalité entre deux clubs au nord de Londres, l'un qui s'appelle Arsenal, l'autre qui s'appelle Tottenham. Tottenham a longtemps été un quartier où il y avait beaucoup de commerces juifs. Donc, de façon générale, pendant longtemps, il y a eu les supporters d'Arsenal ont traité les supporters de Tottenham de Yid, puisqu'ils étaient dans un quartier juif. Les supporters de Tottenham ont, entre guillemets, repris et décidé de donner une valeur différente à l'insulte dont ils étaient victimes, donc ils se sont appelés la Yid Army. Ce qui est quand même déjà un peu stupéfiant en soi, dans la mesure où, certes, Tottenham est dans un quartier juif, mais rien n'a jamais prouvé que les personnes qui se disent elles-mêmes de la Yid Army étaient juives, puisque de toute façon, paraît-il, c'est pas possible de le voir. Je vois pas comment on peut le prouver. Donc on tombe dans un raisonnement, c'est Kafka, à mon avis. On tombe dans quelque chose qui n'a aucun sens. Donc l'appropriation du stéréotype, à mon avis, peut être raciste, puisqu'on est dans le cas de personnes qui vous disent « j'approprie le stéréotype qui sert à me discriminer », pour rejeter la discrimination. En même temps, si c'est approprié par des gens qui sont non discriminés, puisque n'étant pas juive, je ne vois pas du tout en quoi il retourne un stéréotype qui ne discrimine pas. En soi, il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous comprenez, n'hésitez pas à m'expliquer. Hein. Alors, évidemment, pour finir, là, je crois que ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. L'intention de discriminer ou pas, à mon avis, elle ne compte pas, on le sait très bien. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Oh, c'était pour rire que je t'ai traité de sale pédé, d'enculé, etc., etc. » Si la personne qui est en face le prend mal, elle a le droit, c'est assez logique, et c'est pas l'intention de la personne, c'est pas parce que c'était censé être drôle que la personne peut trouver ça drôle. Donc c'est bien la personne qui entend l'insulte qui a le droit de décider si elle est insultée ou pas. Là, il faut quand même être assez clair. Donc voilà sur ce point sur lequel j'ai pas de réponse. Je vous avouerai que quand on m'a expliqué ça de façon... comme si c'était normal, comme si c'était logique, des hauts responsables de la première ligue anglaise m'ont expliqué ça avec une espèce de candeur désarmante. Je ne savais pas quoi dire, j'ai fait repréciser 2-3 fois. Ils n'avaient pas l'air de voir où était le problème, en quoi le fait qu'on ne combatte pas l'antisémitisme en Europe en 2016 était gênant, 2015 à l'époque. J'ai essayé d'en parler à d'autres personnes qui étaient dans les personnes de la fédération, qui, elles, ont préféré s'abstenir de commenter, étant dans le même embarras que moi, manifestement, mais pouvant difficilement aller contre la parole du Premier ministre et du procureur des cours de Londres, pour simplifier. Alors, derrière, il y a quelque chose d'important, c'est de voir que la guerre qui est menée donc, contre toutes ces discriminations est quand même surtout une guerre de propagande. C'est ce qu'on voit en fait là assez bien. Les actions de mitigation qui sont quand même menées contre cet antisémitisme des supporters d'Arsenal, voire des supporters de Tottenham. Par exemple,
le compte Twitter d'Arsenal. Arsenal, c'est très fier que sur son compte Twitter, quand il y a une fête juive, on souhaite une joyeuse Hanouka ou une joyeuse autre fête. Toutes les fêtes juives qui passent, on les souhaite. Comme ça, on n'est pas discriminant, vous voyez, on n'est pas antisémite. C'est ce qu'on appelle la mitigation. L'idée, c'est de dire que même s'il y a un message qui vient des supporters, qui n'est pas très beau, qui est objectivement antisémite, on peut dire, regardez, nous, on n'est pas antisémites. Bon, il y a des gens qui le sont, mais pas nous. C'est un peu une espèce de gloubi-boulga. On n'arrive plus trop à dire qui est... c'est un moyen de dire c'est pas ma faute, c'est lui. Enfin bon, c'est assez étonnant, sachant que ça s'arrête souvent à ça. Il y a assez peu d'engagement plus lourd que quelques actions de mitigation de ce type. Donc ça rejoint quelque chose qui est une forme, si vous voulez, on essaye d'un peu de mettre le problème sous le tapis en disant, puisqu'on fête sur Twitter les fêtes juives à tout le monde, arrêtez de nous casser la tête avec tous ces gens qui disent qui sont 10 000 dans le stade, il faut quand même dire, sur un stade de 35, 40, 60, 65 000 personnes selon les jours. Il peut y en avoir jusqu'à 10 000 qui disent ce genre d'horreur. Donc c'est pas un tweet. Bon. Donc là, la question, ce qu'on appelle l'invisibilisation. Je trouve ça évidemment très très bien qu'on combatte le racisme contre toutes les personnes que je dis à nouveau qui sont considérées avec plein de guillemets comme noires. Mais c'est assez facile puisque c'est un racisme dans le football qui est identifié depuis longtemps, qui est très présent, qui a été très présent. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une insulte contre les personnes qui sont dans le système. C'est-à-dire que ça n'empêchera pas le joueur d'être payé à la fin du mois, ça n'empêche pas des joueurs qui sont, je mets entre guillemets à nouveau noirs, de jouer. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a très peu d'actions réelles contre les populations qui sont discriminées au point de ne même pas être là. Alors l'exemple typique, c'est l'exemple des Indiens dans le foot. Si vous voulez, il y a une très très forte minorité, je dis Indiens au sens de sous-continent indien, donc des personnes qui viennent d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, après l'île Maurice, des plus petits pays, mais qui sont moins négligeables que ce qu'on croit. Il faut savoir qu'à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu de joueurs en équipe d'Angleterre venant de ces minorités-là. A priori, même en première ligue, j'en ai pas vu. Il y en a peut-être. Quelqu'un va peut-être me dire si. À Tottenham en 2012, il y a un joueur qui a joué 22 minutes, mais a priori, dans les joueurs qu'on voit régulièrement, je n'en ai pas vu. Et là, on tombe sur quelque chose d'absolument hallucinant quand on parle à la fédération, même à des officiels, qui vous disent « Ah, mais c'est pas de notre faute, nous on fait tout pour les attirer, donc il faut effectivement ce qu'on appelle une action de mitigation, que je vous disais tout à l'heure. Il faut lui mettre vaguement 2-3 posters à 3-4 endroits avec des supporters, avec des joueurs indiens, ou etc., enfin d'origine indienne. » Ils vous disent, le problème c'est qu'on a beau essayer de les attirer, le problème c'est qu'ils ne sont pas assez forts physiquement. Voilà où on en est. Ou alors, des choses absolument hallucinantes, du genre, ah non mais on peut les attirer, mais vous comprenez bien, ce qu'ils aiment c'est le cricket. Bon, ils aiment le cricket parce qu'on les tolère dans le cricket, comme on les tolère dans leur restaurant indien et qu'on ne leur donne pas de position ailleurs, si vous voulez. Ah oui, le génial aussi, venant d'une collègue universitaire qui me dit « Non mais c'est normal, tu comprends, ils font des restaurants parce qu'ils sont surtout bons en cuisine, mais pas pour le sport. » Une universitaire qui lutte contre la discrimination, contre les handicapés. C'est quand même hallucinant d'entendre ce genre de choses en 2015. Donc, voilà où on en est. On a des actions homéopathiques, d'affichage, de propagande. C'est pareil pour les femmes. Il y a quelques actions de sensibilisation, mais assez faibles, avec aussi de la production de fiches de propagande qui sont complètement irréalistes. Dans le rapport de l'Union européenne des clubs, il y a 100 fois plus de femmes impliquées dans le foot que dans tous les autres pays européens. Alors, je ne sais pas d'où sort le chiffre. Je pense qu'ils n'ont pas compris la question de la même façon que les autres, qu'ils ont dû sortir un autre chiffre. Probablement toutes les personnes qui ont une licence en Angleterre depuis la préhistoire, ou quelque chose du genre, ça n'a aucun sens. Le chiffre est tellement loin du reste. Et surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a eu personne à l'Union européenne des clubs pour leur dire, écoutez, pouvez-vous vérifier votre chiffre, même si c'est juste 10 fois plus. Si dans un cas, on vous dit qu'il y a 15 femmes qui sont managers dans la fédération et dans l'autre, il y en a 4000, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. On ne doit pas parler de la même chose. Le problème étant peut-être honnête. Peut-être que la personne s'est juste dit « je n'ai pas compris la question ». À mon avis, ça reste de la propagande. Pareil, sur l'homosexualité, on va dire on est tellement tolérant, on met des lacets... vous avez vu, tous les ans, ils mettent des lacets, comment on appelle ça, multicolores, arc-en-ciel, voilà, je cherchais le terme, donc Rainbow Laces, donc ils ont des lacets... arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie dans le foot. Bon, évidemment,
c'est absolument très utile quand vous pensez qu'un gamin qui, dès l'âge de 5 ans... Alors là, c'est dommage que Lilian Thuram ne soit pas là, parce que j'ai le témoignage d'un de ses coéquipiers de Parme, qui est arrivé à 17 ans dans le vestiaire de Parme, et qui m'a dit j'ai compris que ma carrière s'arrêterait à mon premier entraînement avec les professionnels, parce que l'ensemble de la discussion dans le vestiaire, ça a été on n'est pas des PD, les autres c'est des enculés, etc. Compliqué quand même pour quelqu'un qui a un âge où c'est déjà pas évident d'être adolescent, en plus pour lui d'être adolescent homosexuel, en plus dans un milieu extrêmement machiste. Bon, il n'a plus jamais fait de foot de sa vie. Hein. Je dis pas que Lilian Thuram était responsable, on est d'accord. Hein. C'était à son époque. Lilian Thuram n'était peut-être pas là ce jour-là, peut-être qu'il n'a pas participé, j'en sais rien. Hein. Il n'y a pas de. Je pense que de personne, ça aurait été par contre intéressant qu'il puisse nous dire quel est le vécu d'un footballeur de l'intérieur, parce que j'ai que la version de cette personne. Est-ce que les autres le voient ou pas? Donc voilà, je vais terminer en fait sur deux choses. La question de la visibilisation, elle existe en Écosse depuis très longtemps, c'est là où elle est la plus évidente. Vous avez dû entendre parler de l'opposition Celtic et Rangers, qui est présentée comme une opposition catholique et protestant. Alors en fait, quand vous lisez dessus plus de 20 minutes, vous vous rendez compte qu'en fait c'est une vision qui est intéressante, mais qui n'est pas forcément la bonne. Il faut bien se rendre compte que le Celtic est créé donc, dans les années 1890, alors j'ai oublié le chiffre exact, mais à la fin du 19e siècle, comme un club irlandais. Il n'est absolument pas créé comme un club catholique. Il n'est perçu par catholique que par les protestants, donc par les non-catholiques, on va dire, pour simplifier, et par les non-catholiques irlandais, car il y a des catholiques écossais d'origine écossaise, notamment dans les Highlands, qui sont restés catholiques, etc. Je vous passe l'histoire de l'Écosse, et qui, eux, ne sont pas victimes de discrimination. En fait, le Celtic est créé en réaction à l'exclusion des Irlandais dans la société de Glasgow, sont des immigrés qui arrivent à partir des années 50. Les années 90, il y a une crise qui commence à point, donc il y a de plus en plus d'exclusion des Irlandais. Et le club du Celtic est là pour qui fait être une force, si vous voulez, positive. Évidemment, les Irlandais étant catholiques, la sociabilisation des Irlandais se faisant beaucoup par les institutions qu'ils trouvent sur place, qui sont les institutions catholiques, pas seulement l'Église, hein, je parle aussi évidemment de toutes les institutions de charité qui sont liées. Il y a un élément de catholicisme. Mais donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que là, on a quand même en fait caché la nature du conflit, qui est l'exclusion d'une minorité irlandaise, en lui donnant une coloration religieuse où on peut dire ah ben c'est tous des méchants, les protestants comme les catholiques, sauf qu'il faut bien voir qu'il y a eu une époque où dans certains quartiers irlandais il y avait jusqu'à 80% de chômage, où dans les quartiers protestants était plutôt 20-25%. Donc c'était pas parce qu'ils étaient catholiques, c'est parce qu'ils étaient irlandais, ils parlaient pas la même langue avec un autre accent, et on donnait des travaux, des jobs aux protestants. Il y a d'ailleurs un universitaire qui s'appelle Murray qui dit mais le fait que l'équipe des Rangers n'ait pas eu de catholiques pendant très longtemps, donc 80 ans à peu près, entre 1909 et 1989, c'est pas de leur faute. C'est parce que partout ailleurs dans la société écossaise de l'époque, on n'employait pas des catholiques ou des Irlandais. Donc on justifie la ségrégation par la ségrégation. C'est assez intéressant. Voilà, je voulais terminer sur ce point. J'aurais pu expliquer par le contexte, expliquer par les médias, expliquer par le fait qu'il ne faut pas oublier, contrairement à la vision qu'on a de l'Angleterre, que c'est un pays extrêmement religieux. La reine est chef de l'Église, les évêques sont tous membres de droit de la Chambre des Lords, enfin 21 sur 35. Toute personne, qu'elle soit protestante, enfin entre guillemets anglicane ou pas, paye l'impôt à l'église anglicane. Donc c'est un pays où la religion est extrêmement institutionnalisée, extrêmement puissante. Vous avez vu que l'archevêque de Canterbury a fini par réussir à forcer le prince de Galles à se marier, etc., etc. C'est un pays où il y a aussi la nationalité est beaucoup plus compliquée, puisque on peut être, il y a des nationalités britanniques, donc les Écossais, les Anglais, les Gallois, les Irlandais n'étant pas britanniques. C'est-à-dire qu'on peut être détenteur d'un passeport du Royaume-Uni, pour le coup l'Irlande du Nord est dans le Royaume-Uni, mais vous savez très bien que même dans 400 ans, vous aurez beau avoir un passeport du Royaume-Uni, vous serez ni anglais, ni écossais, ni gallois, parce que vous êtes d'origine indienne, on va dire. Donc de toutes les façons, vous ne serez pas perçu, quoi qu'il arrive, comme quelqu'un a une nationalité, entre guillemets, autochtone. Voilà, c'est fini. Et je voulais juste dire, c'est un tableau un peu à charge. En réaction à la propagande et aux actions de mitigation, j'ai un peu fait la mitigation dans le sens inverse pour essayer de rétablir les choses dans l'ordre. Et merci donc à Paul Yetchi, à Pauline Dubuisson du Mémorial de nous avoir invités. Merci David.
Merci à David Rank donc, pour cette présentation qui a ouvert des pistes, comme tu l'avais dit, hein, plein de pistes sur finalement aussi qu'est-ce qu'être britannique finalement, au final. Voilà, donc on va emprunter une de ces pistes avec Patrick Mignon qui va évoquer donc sur le cas français en particulier du Paris Saint-Germain la question de l'antisémitisme et des ultras. À toi, Patrick. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je m'associe aux remerciements à Paul en particulier qui sait toujours faire cette place aux non-historiens dans ces panels. Et c'est une chose très bien. Je remercie aussi de me ramener au foot à chaque fois parce que j'ai dit je laisse tomber. Puis il y a toujours une manière de m'y ramener. Donc bah, écoutez, c'est pas mal. Et sur cette question, c'est aussi parce que bon, voilà, j'ai travaillé un certain nombre de temps sur le Paris Saint-Germain. J'étais beaucoup sollicité sur cette question de qu'est-ce qui se passe dans les tribunes du PSG. Et c'est vrai bon, que du coup, en reprenant la question telle qui a été posée pour ce colloque, ça m'a amené un petit peu à revenir sur un certain nombre de choses et c'était tout à fait intéressant de relire un certain nombre d'événements et de remettre en perspective peut-être des choses que j'avais pu dire et de savoir si j'avais eu raison ou tort de les dire, mais en tout cas de faire un peu de vérification des hypothèses que j'ai pu utiliser à d'autres moments. Alors bien sûr, je remercie le Mémorial de la Shoah et je demande à Pauline Dubuisson d'être très très gentil avec moi parce que je l'ai laissé sans réponse à beaucoup de ses mails et de ses courriers. Voilà, mais je suis là aujourd'hui. Hein, et je vais assurer ces dernières minutes du colloque. Voilà. Alors, parler du... En écoutant les interventions cet après-midi, et notamment les interventions, la table ronde précédente, on parlait du public, voilà. Je vais essayer de parler de l'antisémitisme, mais revenir quand même sur une chose. La question du PSG est intéressante parce que, voilà, il y a quelques années, je participe à un atelier avec des gens de la Fédération européenne contre le racisme, l'antisémitisme, le FAIR. Bon. Et on va au Parc des Princes et on fait un travail l'après-midi avant d'aller au Parc des Princes dans lequel on dit, bien évidemment, tout le monde pique-pendre sur le Paris Saint-Germain, sur les fachos du Paris Saint-Germain, sur le COP de Boulogne, etc. Et on dit pique-pendre, on analyse, on dit voilà, les tribunes commençaient, etc. Et puis, quand on met les gens dans les tribunes, qui sont des Anglais, des Italiens, etc., et qui ont cette image du PSG, ils sont très très surpris parce qu'en fait, le Parc des Princes, il pensait arriver dans un endroit où il n'y aurait que des types avec des bombeurs noirs et des crânes rasés, et pas du tout. Quand ils sont assis, ils sont assis à côté de gens qui sont des personnes de couleur noire, pour bien reprendre ce qui a été dit ce matin, qui parlent des langues qui sont des langues latines et qui parlent en langue latine, par exemple en portugais, enfin l'uso en portugais dans les tribunes, etc. Donc, effectivement, les tribunes du Parc des Princes ne sont pas des tribunes qui paraissent être totalement, bien évidemment, alors je dirais pas dominées par la réputation et ce qu'était le COP de Boulogne à l'époque, mais qui vivent d'une vie qui n'est pas imposée par le COP de Boulogne. Deuxièmement, c'est un petit peu cette question de la relation entre la réputation sulfureuse du PSG, notamment entre le COP de Boulogne, c'est aussi faire référence, se rapporter à cette création du Paris Saint-Germain, qui est quand même d'emblée un club qui s'installe avec trois populations qui sont les Antillais, les pieds noirs d'Afrique du Nord, dont une partie sont des pieds noirs de religion juive, et la population portugaise parisienne. C'est-à-dire trois populations fans de football qui cherchent un endroit, plus quelques vieux Parisiens qui ont suivi le Racing à son époque et qui ont la nostalgie, et qui cherchent toujours à venir au Parc des Princes, dans le Parc des Princes qui est vide. Et donc une partie de la problématique que je vais développer en essayant de mettre l'accent sur cette question d'antisémitisme, c'est la question un petit peu du remplissage d'un espace vide et de la façon dont il peut se remplir, et du coup qu'est-ce que ça donne comme statut au stade, comme possibilité d'interpréter la société quand on le regarde. Voilà. Et cette question, donc, pour revenir à l'antisémitisme, question simple, parce que pendant toute une époque, la question a été très simple, parce que l'antisémitisme, c'est le COP de Boulogne.
C'est pas difficile, on verra tout à l'heure pourquoi. Vous en connaissez sans doute les réponses ici pour une partie des gens qui sont là. Mais c'était assez simple. Or, en fait, ce qui se passe quand on revient sur cette question et qu'on relit des événements, on se dit que oui, l'antisémitisme du COP de Boulogne, il est assez facile à comprendre. Par contre, celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui est émergé du côté d'Auteuil. Voilà. Et donc, une espèce de renversement des perspectives concernant ce qui étaient les bons... Non pas que là soit devenu mauvais alors qu'il est bon alors qu'il était mauvais, non simplement que cette question d'antisémitisme, elle oblige justement à regarder comme ça des choses qu'on ne regardait pas de la même façon auparavant, et donc de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mobiliser là-dessus. Donc je vous propose un petit développement comme ça dans lequel j'essaierai de... Alors je ne vais pas revenir sur les définitions. Bon, ça a été largement dit. Peut-être insister sur quelques logiques quand même pour repréciser. De mettre, disons, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme du côté du COP de Boulogne, quand on le pose dans cette question-là. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme quand on se met du côté du virage Auteuil. Ensuite, de se poser quelques petites questions sur le passage à la rue. Le passage des tribunes à la rue, et qui pose deux questions, qui pose une question sur ce qui a été posé, la question des régulations, et qui se pose effectivement plus généralement la question de est-ce que le discours des supporters, est-ce que la pratique supporter est autonome par rapport à d'autres types de pratiques, par exemple politiques. Et puis j'essaierai de terminer sur quelques considérations sur qu'est-ce qu'on peut appeler la scène supporter. Voilà. Alors, il y a une catégorie, on a parlé hooligan ultra, je vais quand même revenir un tout petit peu là-dessus, parce que la différence qu'on peut faire entre les hooligans et les ultras, c'est de considérer qu'on est dans le cadre d'un supporterisme dit extrême, c'est-à-dire que le supporterisme qui devient une fin en soi, contrairement à toute une tradition de l'histoire du supporterisme qui est globalement orientée sur une équipe, mais qui subit en quelque sorte dans ses manifestations les aléas du terrain, alors que le supporterisme extrême tel qu'on le voit chez les hooligans et les ultras, c'est qu'il crée sa propre logique, voilà, qui est celle de l'importance des groupes ultras ou de l'importance du groupe hooligan. Tout à l'heure, David a évoqué les hooligans en disant qu'ils étaient autonomes, qu'ils étaient très très peu organisés. Ils sont organisés d'une façon différente des ultras, c'est-à-dire que ce sont des groupements de faits, et non pas des groupements qui ont une base juridique comme une association d'ultra, du COP de Boulogne ou du Virage Auteuil. Le terme, pour en revenir aussi sur reprendre cette question, qu'est-ce que ça veut dire dominer, il me semble qu'une des questions, un des points que l'expérience de l'analyse du supporterisme peut apporter, c'est que cette domination, elle est dans la définition de la situation. Qu'est-ce que c'est que dominer pour un hooligan? Qu'est-ce que c'est que dominer pour un ultra? C'est définir la situation, c'est-à-dire être ceux qui vont créer par rapport à un match de football leur propre définition de l'enjeu du match de football, à travers des choses très très concrètes, comme par exemple le nombre de policiers que ça mobilise, ou le type de discours que ça génère. Voilà. Donc du coup, la façon dont on domine, qui peut être par le langage, qui peut être par la manière de se comporter, c'est un des enjeux qui va mobiliser les supporters, et notamment, alors, avec des gens un petit peu différents, mais aujourd'hui, les hooligans, on les appelle plus trop hooligans, on les appelle les indépendants. La notion, je crois, est importante parce qu'elle permet de comprendre cette notion des sortes de mariages qui paraissent un peu contre nature. Et ça sera un petit peu la conclusion de tout à l'heure, c'est de montrer un petit peu comment se sont opérées les alliances et les rencontres entre le COP de Boulogne et le Virage Auteuil. Donc voilà quelques aspects de définition qui, me semble-t-il, se rajoutent un petit peu à ce qui a été dit, en insistant aussi effectivement sur cet aspect qui est la question de l'action de noyau dur. Il me semble qu'on est dans une problématique qui n'est pas seulement une problématique d'expressivité, par exemple, auquel renverraient les analyses qu'on peut faire du langage, une sorte de spontanéité liée à la présence au stade, mais quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'action. C'est agir sur quelque chose quand on est supporter, et notamment pour une partie des supporters. C'est-à-dire qu'on a effectivement, on est dans le cadre d'une action qui a un caractère, si on veut,
on dira politique, on veut faire quelque chose, même si le sens n'est pas nécessairement toujours politique, comme quand on veut simplement créer une association qui réclame, enfin c'est politique parce qu'on réclame du pouvoir par rapport au club, mais elle n'est pas dans une affiliation nécessaire à une idéologie politique qui serait repérable. Donc voilà, voilà quelques points pour compléter. Alors, et j'ai dit tout à l'heure, on peut se mettre de deux points de vue pour aborder cette question de l'antisémitisme. La première façon de voir les choses, c'est de partir, donc un peu en partant de l'histoire, qui est de considérer qu'au Parc des Princes, simplement de constater qu'au Parc des Princes, le premier regroupement de supporters, dans ma définition de supporters extrêmes ou radicaux, c'est le virage Boulogne. Bon. Ce virage Boulogne qui se crée en gros dans la deuxième partie des années 70, mais qui va vraiment se constituer, s'organiser dans la première partie des années 80. Les associations reconnues de Boulogne naissent autour des années 84-85. La naissance de Boulogne, c'est effectivement une des conséquences de l'existence à Paris d'un stade qui est peut-être aux trois quarts vide à l'époque. Donc la problématique du club est de remplir les tribunes, et il y a un appel à remplir les tribunes, et à part effectivement ces trois groupes de population qu'on identifie à un moment donné, et qui deviennent des habitués du PSG et des soutiens assez fidèles du club, que le club entretiendra en ayant des joueurs d'origine portugaise, des joueurs antillais, des joueurs israéliens, ou des joueurs dont on peut identifier la religion juive comme étant de leurs caractéristiques, qui va être une des manières pour le club de construire son équipe. Bon. Et un appel à la jeunesse. Alors, je pense qu'il faut voir aussi cet appel à la jeunesse dans un contexte qui est celui de la France des années 80. Politiquement, vous connaissez l'histoire, c'est l'électorat de la gauche, mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est que c'est le moment où la France, sans doute, devient un pays un peu comme les autres, c'est-à-dire que d'un pays qui était en gros organisé autour de principes politiques, c'est-à-dire la bonne tradition de gauche-droite, etc., tend à se défaire un petit peu au profit d'un investissement du champ culturel comme mode de définition de soi. Voilà, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement quelqu'un qui est de droite ou de gauche, il y a une déperdition de ce sens. Par contre, la définition culturelle prend un sens. Alors, par exemple, la définition culturelle consiste à être supporter de football. Voilà, c'en est une. Ou d'être skinhead, ou une quelconque, ou punk, ce sont les sous-cultures de l'époque. Donc c'est dans ce contexte-là que le COP de Boulogne se remplit, c'est des sous-cultures et des modes de définition un petit peu nouveaux de soi, à travers par exemple le football, et la volonté d'être anglais. Il est très important de savoir qu'en France, on a voulu être anglais à une époque. Parce que c'était, notamment dans le rapport au football, c'était une façon qui paraissait extrêmement intéressante, dynamique, créative, etc., de vivre quelque chose qui était de l'ordre d'une expérience collective. Pourquoi ? Parce que les tribunes anglaises ont l'air de fonctionner comme un seul homme et d'être à travers tout leur rituel quelque chose qui apporte une très très grande chaleur. Or, le Parc des Princes est vide et donc c'est difficile d'avoir de la chaleur quand même à Boulogne on n'est que quelques-uns à remplir les travées. Mais voilà, ça c'est le défi des supporters. Et voilà, une autre tâche que les supporters vont faire. Comment on va le remplir ? On va le remplir aussi à taille de la politique, de la vraie politique. C'est-à-dire qu'effectivement on remplit avec l'autre phénomène important émergent. J'ai dit que on était moins politisé en France, oui, sauf sur un point, c'est qu'on peut se mobiliser dans les années 80 plus radicalement à l'extrême droite qu'on ne le faisait quelques années auparavant. Donc une partie de ce qui remplit la tribune, ce sont ce qui, dans ces sous-cultures d'influence britannique, vont s'installer dans le Parc des Princes, et celles ici, effectivement, qui ont des modèles en Angleterre, et qui sont les skinheads et toute une série de groupes qui vont se référer à la sous-culture d'extrême droite anglaise. Voilà, ça pour donner une sorte d'ambiance, c'est-à-dire que vous êtes on va arborer des drapeaux anglais, mais quand on arbore des drapeaux anglais, c'est qu'on est dans cette référence à l'Angleterre idéale, mais on va arborer les drapeaux français parce que c'est une manière aussi de bien marquer qu'on rentre dans une logique qui est une logique politique et que moi j'appellerais, parce que c'est... Enfin, j'appellerais, je ne suis pas le seul à avoir appelé comme ça, mais qui est aussi de considérer quelque chose comme un tournant
Gramscien, de l'extrême droite. Oui, bah oui. Et Gramsci, théoricien marxiste, grande influence bien évidemment sur la gauche et l'extrême gauche. Or, il se trouve qu'en les années 80, ça commence un peu plus tôt, l'extrême droite devient gramscienne. C'est-à-dire que l'extrême droite apprend qu'en investissant dans le système culturel, on va effectivement pouvoir répandre des mots, répandre des thèmes. Et le football est un de ces terrains, à travers les termes du football, à travers la place dans le football, à travers la culture populaire qu'est le football, travailler finalement à la modification du vocabulaire, notamment autour de la question de l'identité, autour de la question de la communauté, du collectif, etc. Donc vous voyez, cette configuration, le COP de Boulogne, cette configuration entre un monde de supporters qui a une sorte de nostalgie ou d'appétence pour un modèle social et culturel qui paraît très, très chaleureux à travers les modes de football. Bon, le modèle est anglais. Et deuxièmement, des opérations un peu plus spécifiques, qui sont des spécialisations, si on veut, en termes de sous-culture, et des spécialisations encore beaucoup plus fortes en termes de politique, auxquelles vont se joindre des projets politiques, non pas en termes d'état-major général qui définirait ces politiques, mais en termes effectivement de ce que sont les fonctionnements des officines idéologiques de n'importe quel parti politique. Ça éclate, ça se recompose, ça se présente, et ça va dans les terrains dans lesquels on peut effectivement propager et tester. Alors, quand on dit ça, on se dit, bah oui, c'est très logique. Le COP de Boulogne, en termes d'antisémitisme, sera un des lieux dans lesquels on va le retrouver. Alors, est-ce qu'on le retrouve sous une forme effectivement massive de manifestation ? Sans doute non. La manifestation collective du COP de Boulogne est beaucoup plus dans son développement la problématique anti-racaille. C'est ça le problème. Mais si on devait trouver une phobie quelque part, ça serait l'islamophobie plus que la judéophobie. Ce qui veut pas dire que la judéophobie n'existe pas. Au contraire, elle est très très présente effectivement dans ces groupes et ces individus qui vont arborer les croix celtiques dans les tribunes, de temps en temps mettre une croix gammée quand ça sera possible, développer finalement se développer dans le stade et hors du stade à travers toute une série de thématiques qu'on retrouvera un peu plus loin, et qui sont effectivement un discours bien fondamental de l'extrême droite française qui prend son essor dans des populations un peu plus jeunes à travers ces relais des groupes idéologiques qui s'appellent les Jeunesses nationales révolutionnaires, qui s'appellent le GUD par exemple, et qui constituent un petit peu les armatures politiques et idéologiques de ces tribunes. Mais voilà, ça constitue moins l'humeur de la tribune, moins la sensibilité de la tribune, que c'est une partie des acteurs et une partie de ceux qui diffusent des thèmes idéologiques sur lesquels on espère que d'autres pourront se retrouver. Et donc la tonalité, elle est beaucoup plus, je l'ai dit, du côté anti-racaille, anti-banlieue, autour de cette idée que, d'une certaine façon, le Parc des Princes, qu'est-ce que c'est ? Les tribunes de Boulogne, qu'est-ce que c'est ? C'est la récupération des territoires perdus, voilà, on vient de banlieue. Intéressant, on avait fait une petite, à l'époque, dans les années 90, essayer de faire comme ça, de systématiser un peu des sondages sur le statut socio-professionnel des gens des deux virages de Boulogne et d'Auteuil. On voyait qu'effectivement, le COP de Boulogne avait l'air quelque part d'être bien des jeunes travailleurs, alors que le COP d'Auteuil était beaucoup plus des jeunes étudiants, à l'époque, dans les années 90. 94, 95, dans ces eaux-là. Mais oui, quelque chose qu'on pouvait qualifier de syndrome petit blanc, la peur du déclassement, la menace territoriale, voilà, on est chassé de chez nous, on récupère un territoire, ou même sans que ce soit très traumatisé, quelque chose qui consistait à dire, d'une certaine façon, c'est ici qu'on retrouve des formes de chaleur, de solidarité, de connaissance à travers l'aventure de ce qu'est le supporterisme. Donc, voilà. Pour moi, et c'est le moment où j'étais plus présent dans les tribunes, par exemple les entretiens avec très très difficile à supporter, mais avec quelques personnages ayant comme ça une sorte de leadership idéologique, renvoyait à un exposé finalement de théories qu'on pouvait très très bien reconnaître chez n'importe quel militant d'extrême droite qu'on avait pu connaître soi-même dans les années 60, qu'on retrouvait dites par des gens beaucoup plus jeunes, mais sans que ce thème-là apparaisse, alors on le verra tout à l'heure, sauf dans quelques actions. Alors, et par contre,
très très fortement thématisé et fortement échangé. Qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce que ça signifie d'être ici? C'est-à-dire effectivement, finalement, de se retrouver entre soi. Alors, j'ai dit la question des actions, parce que quel est le mode opératoire finalement de ce noyau dur, que ce soit en termes Alors, à l'époque, on ne parlait pas d'islamophobie, dans les années 90, on parlait simplement bêtement de racisme anti-arabe ou anti-noir. Mais aussi, oui, l'antisémitisme comment? Par exemple, qu'est-ce qui se passe vers la fin d'un match dans le Club de Boulogne à un moment donné? On est à 5 minutes de la fin, 10 minutes de la fin, et ça commence à s'exciter un petit peu dans certains groupes. Pourquoi on s'excite? Parce qu'on va sortir du stade très très vite. Et pourquoi on sort du stade? Pour pouvoir occuper des endroits qui sont des endroits stratégiques autour du Parc des Princes. Les endroits stratégiques sont les endroits dans lesquels on va manifester, exprimer ces tendances et ces actes que dans les tribunes, en raison un peu de la science policière, le fait qu'il y a quand même un compromis à faire quelque chose dans des tribunes qui ne sont pas tous exactement sur la même ligne, on va s'installer et faire les ratonnades ou les exercices de domination, comme se mettre à l'entrée d'une bouche de métro, rentrer comme ça, et voir passer des familles africaines, par exemple, qui n'étaient pas au stade, qui étaient en train de faire leurs courses ou qui rentraient chez elles, et à ce moment-là, de faire le cri de singe. Voilà. Et donc vous avez des gaillards rasés, etc. Et puis vous avez des familles qui passent avec les enfants. Et là, voilà. Ou alors, autre possibilité aussi, de même bouche de métro, et de, selon les gens qui passent, faire juif, 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 juif. Voilà. Bon, plus les manifestations de rue que les manifestations de stade. Donc, qui traduisent bien effectivement, cette virulence, cette présence de l'antisémitisme parmi ces noyaux durs de supporters. Alors, bon, pour dire, voilà, cette espèce de présence absente, absence du côté spectaculaire, celle qu'on pourrait attendre, des banderoles ou des choses comme ça, mais par contre, présence effectivement dans ce mode d'action, qui est le mode d'action des groupes plus ou moins affiliés aux institutions officielles ou plus ou moins indépendantes et plus liés aux groupes politiques présents dans les tribunes. Alors, j'en reviens à un événement qui est 2006, le match entre PSG et Hapoel Tel Aviv. Je ne sais pas pour ceux qui sont là si ça évoque quelque chose en disant ça comme ça. Ça évoque ce phénomène suivant. Donc le Paris Saint-Germain rencontre le club de Tel Aviv. À l'issue de ce match, un supporter de Tel Aviv est poursuivi par des supporters du club de Boulogne. Un policier qui traînait par là intervient et tue et blesse un des supporters, un des supporters du PSG qui poursuivait le supporter de Tel Aviv. Bon, voilà l'histoire. Et donc, je dirais extrêmement simple parce que l'explication est tout à fait congruente avec le conseil du club de Boulogne et de la façon dont, effectivement, devait, à un moment donné, se traduire cette haine en l'occurrence ici du juif, et en d'autres circonstances, de l'arabe ou du noir qui traînait autour du Parc des Princes. Donc, voilà. De cette manière, on dira, voilà la réalité, voilà l'aboutissement de cet antisémitisme. Maintenant, mettons du côté d'Auteuil. Du côté d'Auteuil, je vais faire rapidement l'histoire. Tu me dis, je trouve. Je me mets du côté d'Auteuil et je dis, voilà, Auteuil, quand le PSG se développe, il n'existe pas. Il apparaît en 91 parce que le Paris Saint-Germain considère que ce serait pas mal d'avoir pour son image autre chose que la tribune Boulogne, même si on aime beaucoup les gens de Boulogne, parce qu'ils sont très très présents, ils sont très très chauds, etc. Ils aiment bien leur président et tout. Bon, ils aiment bien leurs joueurs aussi d'ailleurs, blanc ou noir. Voilà, dans le club de Boulogne, on aime bien. On a des discours très très subtils. Quand on est un peu idéologue, on a fait des subtilités pour comprendre pourquoi on peut soutenir un joueur noir du club. Mais pour nos supporters de Boulogne, c'est très simple. C'est que c'est un bon joueur et on le soutient. Et donc on a toujours cet écart entre deux manières, entre deux strates finalement de supporters. Donc voilà, on est à Auteuil. Auteuil se constitue. C'est des gens de Boulogne aussi qui en ont un petit peu marre de subir la loi de la sensibilité d'extrême droite et qui vont avoir ailleurs ce qui se passe.
Et ceci aboutit à une chose, à savoir que la tribune de Boulogne, la tribune d'Auteuil prend cette définition multiraciale ou multiculturelle, comme on voudra, à connotation d'extrême gauche, pour quelques groupes, mais en tout cas en nette opposition vis-à-vis de Boulogne. Et cette opposition, je veux dire, a des traductions très très concrètes, c'est-à-dire une virulence à travers des épisodes sur lesquels je passe, d'opposition plus ou moins violente entre le COP de Boulogne et certains groupes d'Auteuil, dont la traduction, le jugement a été fait il y a 2-3 jours, la mort d'un supporter de Boulogne lors d'un affrontement du COP de Boulogne, lors d'un affrontement entre supporters de la tribune Auteuil et de la tribune Boulogne en 2010. Mais voilà, ça c'est une image assez simple, donc de certaine façon un virage qui se retrouve en quelque sorte, il peut être violent, il peut être agité, il peut effectivement se défendre contre le COP de Boulogne, mais il peut recevoir une forme d'assentiment quant à sa bonne volonté multiraciale et multiculturelle. Sauf que une des lois de... Je trouve ça intéressant, parce que quand on parlait tout à l'heure de régulation, autorégulation, c'est vrai que quand on parle des comportements racistes, par exemple, on se dit qu'on a besoin d'avoir des dirigeants qui soient forts. C'est-à-dire que si les dirigeants tiennent fort sur des principes, comme par exemple le racisme, comme la démocratie, comme la peine de mort, enfin toutes choses comme ça dont on pourrait être amené à parler d'ici quelques temps, si les dirigeants sont forts, quelle que soit finalement leur étiquette, sauf s'ils sont à l'extrême droite, mais quelle que soit leur étiquette, ils vont quelle que soit, d'une certaine manière, réguler les électeurs. Les tribunes, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, une association forte, une association qui tient ses troupes. Et donc, de ce point de vue-là, qui régule la tribune. Ce qui nous poserait d'autres types de problèmes vis-à-vis de comment on le prend en compte dans les politiques. Mais tout ça pour dire qu'une tribune est très très sensible à plusieurs choses. Elle est sensible au changement de leadership dans une association. Elle est aussi très sensible au fait que, finalement, quand une tribune marche, elle attire du monde. Elle attire du monde, ce qui s'est passé au COP de Boulogne, ce qui s'est passé à Auteuil. Et le fait d'attirer du monde, c'est quelque chose qui va profondément inciter à faire éclater les associations existantes, ou qui vont faire que vont se développer des stratégies de différenciation. Et par exemple, le virage Auteuil, qui est un virage qui avait quelques grandes associations, avec donc effectivement un équilibre qui pouvait aller d'une sensibilité multiculturelle, généreuse, à des options un petit peu plus politisées dans certains cas, dans certains groupes, et puis d'opposition beaucoup plus radicale au COP de Boulogne, vont connaître en fait un effet de sissiparité entre ces groupes, d'éclatement. Pour quelle raison? Parce que notamment, le virage Auteuil, on a dit, le virage Boulogne s'est rempli en quelque sorte de la banlieue parisienne blanche, ou des départements périphériques des régions parisiennes, de l'Oise, etc., qui vont au Parc des Princes. Le virage Auteuil, en tant que virage multiculturel, s'est aussi ouvert à ce qui n'existait pas dans les années 80, c'est-à-dire un public de jeunes issus des banlieues, issus de l'immigration africaine ou maghrébine, qui vont au Parc des Princes et qui, par exemple, font cette chose qui était impensable dans les années 70 et 80, à savoir qu'un petit maghrébin de banlieue, etc., qui supportait Marseille, parce que c'était ça le club qui faisait la nique aux méchants fachos du COP de Boulogne, devient un supporter du Paris Saint-Germain. Donc il y a aussi une transformation sociodémographique du virage Auteuil, et qui se traduit par l'apparition finalement de différentes associations, à la fois officielles et officieuses, de fait et officielles, qui s'appellent Carsul, qui s'appellent Microbe, enfin qui s'appellent un tas de noms comme ça, mais qui traduisent bien ce changement de configuration sociodémographique, plus éventuellement des présidents qui passent la main et qui sont remplacés par d'autres et qui favorisent la sissiparité d'associations.
2-3 minutes. Donc une logique émergeant dans Auteuil, une logique indépendante très très proche de celle de Boulogne. C'est-à-dire d'une idéologie, enfin de quelque chose qui n'est plus marqué finalement par une idéologie qui se voudrait plus progressiste que l'autre, mais qui rentre dans la même logique finalement que celle des indépendants du COP de Boulogne, c'est-à-dire qu'il y a quelque part la manière de faire groupe, c'est de se trouver des ennemis. Ces ennemis, ça peut être la police et ça peut être effectivement ceux qu'on a à côté. Et par exemple, ceux qu'on a à côté, en 2006, lors du match Hapoel Tel Aviv, ce sont les supporters israéliens de l'Hapoel Tel Aviv ou parisiens venus supporter l'Hapoel Tel Aviv et qui sont l'objet, on n'appellera pas ça des ratonnades, mais d'un assaut de la part des supporters, d'une partie supporters d'Auteuil. C'est-à-dire que le même jour, un événement qui est l'événement COP de Boulogne, en quelque sorte l'aboutissement de la logique de Boulogne, dans le virage Auteuil, marque aussi l'émergence d'un nouveau type, finalement, de revendication identitaire. Et là, pour le coup, d'une émergence de quelque chose qui oscille, lorsque c'est théorisé par les groupes les plus à l'extrême gauche, d'antisionisme, et pour les autres, d'un antisémitisme basique. Voilà. Donc, c'est ce point-là que je voulais mettre en avant. Donc, pour conclure, j'ai parlé de Gramsci tout à l'heure. Donc, là, on n'est pas du côté de Gramsci dans ce cas de figure-là. Hein. Mais, par contre, moi, ça me fait penser à, dans mes études d'il y a longtemps, un philosophe qui s'appelait Jean-Pierre Faye, et qui avait donné une sorte comme ça de, non pas d'explication, mais de description de ce qu'était la situation d'un pays en crise idéologique comme l'Allemagne dans les années 30, et sous la forme de ce qu'il appelait le fer à cheval. Une arène politique, c'est un hémisphère, comme ça. Donc il y a la droite et il y a la gauche. Donc l'extrême gauche et l'extrême droite. Bon. En temps normal, il est soutenu par quelque chose qui l'empêche de s'écrouler. Et puis, à certains moments, ça baisse. Et on va vers cette position qu'on appellera du fer à cheval ou de l'aimant. C'est-à-dire où le côté droit et le côté gauche tentent à se rapprocher et à créer un champ médiatique d'échange entre différentes notions. Et effectivement, toutes les notions de type identitaire, par exemple, toutes les notions autour de « nous sommes des déshérités, nous sommes des victimes, nous sommes des petits », etc., va se retrouver dans ces tribunes, que ces tribunes peuvent être espacées, mais elles peuvent se retrouver à l'occasion d'opérations dans lesquelles on fait un petit peu le test de ces similitudes. Et notamment, ce qui se traduit d'ailleurs par la participation de certains de ces groupes du virage Auteuil à des manifestations, là aussi, antisionistes de la part des organisateurs, à dérive antisémite à certains moments de la manifestation, et par notamment des dérives très nettement soraliennes de quelques-uns des personnages qui ont pris l'ascendant, sur ces groupes des tribunes d'Auteuil. Voilà, je vous remercie. Merci Patrick, merci. Bien, alors peut-être, je voulais demander à Patrick, là, quand tu parlais des groupes de supporters qui sortent du stade, qui attendent sur le devant du métro et qui empêchent telle ou telle famille de passer, est-ce qu'ils convoquent ce racisme à la demande? C'est-à-dire qu'ils peuvent développer l'antisémitisme comme ça, et puis ensuite le racisme anti-noir, puis éventuellement la ratonnade, où il y a des... c'est le contexte qui provoque les choses. Non, alors il y a le contexte. C'est certain que le match contre Hapoel Tel Aviv a largement mobilisé la thématique antisémite, mais... Je veux dire, ils se disent un soir on va se taper un juif, un soir on va se taper un arabe, un soir... Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a alors là, pour le coup, c'est exactement ça, parce que... tu es installé dans les tribunes, tu fais ton petit tour de match, enfin hop, puis d'un seul coup, tu as quelqu'un qui commence à s'agiter. Et le propos, c'est ça. J'ai envie de me faire un arabe. Voilà. Alors, c'est ça. Alors moi, quand j'y étais dans les années 80, c'était ça. Hein. C'était ça l'objectif. Alors, et après l'occasion crée le larron. Parce que de toute façon, ce qu'il y a, un des éléments qui est important, c'est que on ne peut pas rentrer les mains vides. On
peut pas rentrer les mains vides. Il faut qu'il se passe quelque chose. Hein, ça a été dit tout à l'heure. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller à un match s'il ne se passe pas quelque chose. Donc si vous êtes, vous, un élément de la scène hooligan, vous ne pouvez pas aller à ce match s'il ne se passe pas quelque chose. Donc il faudra qu'il y aura quelque chose. Donc par exemple, vous voyez, vous avez une voiture qui arrive, dedans il y a quatre personnes visiblement qui sont enfin ils sont noirs, donc voilà, donc ils sont anti-africains. Voilà. Et hop, on saute sur la voiture, on la secoue et on la retourne. Voilà. Par exemple. Hein. Alors c'est un petit truc comme ça. Ou alors on prend le métro. On prend le métro, et puis bon. Moi, je fais de la filature, enfin, je suis, je vois, on prend la filature, et puis d'un coup, boum, on va sortir quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est un peu, voilà, alors, il se trouve en l'occurrence, c'était un Nord-Africain qui sort, pof, un coup de tête. Voilà. Donc, on fait des choses qui ne sont pas dans le SAD, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, même dans les années 90, ça a été relativement contrôlé. Donc c'était pas la zone, c'est pas la zone d'activité. Par contre, il y a une zone franche qui se constitue entre la sortie du stade, d'où l'intérêt de sortir un petit peu avant, et d'aller dans les endroits publics, notamment le métro, et que les choses se passent éventuellement pas autour du Parc des Princes, mais se passent peut-être à la station Michel-Ange Molitor, ou selon la ligne qu'on prend, et qui va se passer dans le métro sur un événement très très rapide. Juste pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est exactement ce qu'on voit en Angleterre, et c'est-à-dire que c'est pas là où il y a des caméras, c'est aussi bête que ça, pas là où on peut être pris par les caméras. Dans le Parc des Princes, il y a des caméras partout, dans les stades anglais, pareil. Les stades anglais, c'est encore pire, quand vous sortez, il y a des barrières le long des rues, vous ne pouvez aller qu'à la station, vous ne pouvez pas partir sur une petite rue, et par contre, si vous habitez dans la petite rue côté, vous savez que les hooligans sont sortis, en Angleterre on dit toujours hooligans, indépendant, c'est un terme du PSG, ils se tapent dessus à 100 mètres, mais les journalistes ne le voient pas, les caméras de la police ne le voient pas. Le proverbe anglais dit « si un arbre tombe dans la forêt, est-il tombé ?» Ça veut dire que tant que personne ne le voit, il n'est pas tombé. Voilà comment il règle le problème. On le met à l'écart de ce qui est visible. Et là, ça arrange tout le monde, les autorités et dans ce cadre-là, les hooligans, puisque maintenant ils se filment eux-mêmes, mettent ça en ligne et s'arrangent pour que sur ce qui est en ligne. Par contre, les vidéos disparaissent vite. Hein. Elles durent 24 heures en général. Sur ce qui est en ligne, on ne peut pas les reconnaître. Le point que je voulais souligner aussi, c'est parce que c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe il se passe en 2010, les associations sont exclues du Parc des Princes. Et cette époque d'exclusion des associations, on multiplie encore ce système de sissiparité, etc., et de regroupement entre les gens qui se retrouvent en dehors du stade. Et c'est le moment aussi où on voit, c'est déjà auparavant, où on voit dans les manifestations politiques apparaître les groupes, justement ces groupes indépendants. Ces groupes indépendants qui vont à la manif pour tous, quand ils sont plutôt comme de Boulogne, GUD, etc., qui vont faire le coup de poing à la manif pour tous, mais qui seront effectivement dans les manifs Palestine. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Gaza Firm. Bon, Firm, modèle anglais. Hein, d'accord. Dès que vous mettez Firm quelque part, vous êtes dans le modèle hooligan anglais, et qui est un groupe qui intervient, et c'est là où justement un des leaders est un leader qui est un des grands copains d'Alain Soral, et qui vont intervenir dans les manifestations pro-palestiniennes, par exemple. Voilà. Qui vont se, comme on dit, se friter avec les services d'ordre et des organisations politiques. De la même manière que les autonomes dans les années 70 se fritaient avec les services d'ordre de la CGT ou de la Ligue communiste révolutionnaire. Mais voilà, parce qu'on a une scène qui était une scène indépendante, et c'est justement cette scène indépendante qui va, je dirais, en quelque sorte, transgresser un certain nombre de barrières qui paraissaient idéologiques, parce qu'entre gauche-droite, etc., entre noirs et... Ce leader de Gaza Firm, il est noir. Pas de problème. Bon, mais c'est comme Dieudonné. Voilà, hein, c'est un noir antisémite qui fréquente les. Voilà, on transgresse des barrières. Voilà, c'est ça. Hein, cet aimant, c'est la transgression des barrières naturelles en quelque sorte, qui faisait qu'un groupe se sépare d'un autre sur des critères très très évidents. Et ben là, non, justement, ces critères-là, ils tombent autour de notions comme celle de l'identité, de l'impérialisme, de la frustration, de la non-reconnaissance, etc. Bon, écoutez, merci à tous les intervenants de la journée de cet après-midi.